Et en matière de sécurité, est-ce que l'armée malienne joue pleinement son rôle? Je fais allusion là à la lutte contre le terrorisme. C'est un thème qu'a largement évoqué le président malien ATT lors de son discours, vous en parliez tout à l'heure, son discours devant le Parlement européen. Le Mali était confronté dans le nord de son pays à un véritable défi sécuritaire. Un véritable défi sécuritaire à double titre. Il y a d'abord une partie du peuple malien du nord qui s'est rébellée sur des objectifs peu avouables, en tout cas qu'eux ils considèrent comme étant des objectifs politiques. La rébellion Touareg. La rébellion Touareg. Le Mali a su, à partir de son armée et sous l'éclairage du président de la République, a su circonscrire ce premier conflit. Et il y a cet autre qui est le conflit que nous connaissons tous aujourd'hui. Dans le nord industrialisé, dans le monde occidental, ce conflit est assimilé à la religion. Certains pensent que c'est de l'intégrisme. Et nous, Maliens, nous savons, je ne fais là que dire ce qu'a dit déjà le président de la République, parce que je le partage, nous avons un islam modéré depuis tout le temps, qui en rien ne peut être assimilé à l'islam intégriste que nous pouvons condamner. L'armée malienne a entrepris et est en train d'entreprendre des actions justement pour circonscrire cette situation qui conduit à l'enlèvement de citoyens souvent paisibles et souvent qui sont des hôtes de nos pays. Il est à rechercher maintenant quelle est la bonne démarche justement pour permettre l'instauration d'une paix telle qu'on l'avait connue dans le nord de notre pays. Mais comme vous le savez, notre pays fait frontière avec beaucoup d'autres. Et l'espace qui est concerné par ces enlèvements est un espace qui ne peut être contrôlé par un seul État. D'où moi je suis d'accord avec ce que demande notre président de la République, une conférence sur cette question-là du Nord, en partenariat avec l'ensemble des États concernés, mais aussi l'ensemble des partenaires. Et moi j'ai une conviction forte, c'est qu'on ne peut pas juguler ce mal sans une conjugaison d'efforts de l'ensemble des parties prenantes. Et c'est ce qui permet effectivement aujourd'hui de me dire que le Mali seul, malgré la force de son armée, malgré l'engagement politique, aurait du mal à prendre en charge la problématique sur l'ensemble des 8-9 millions de kilomètres carrés concernés par cette affaire. Et on ne peut pas donc juger l'armée malienne à partir de cet aspect uniquement. Sur les autres aspects, je pense que l'armée assure une sécurité. On l'a constaté et on peut le constater dans beaucoup de domaines. Monsieur Keita, avant, sans trop vous demander de partager l'avis de Monsieur Mankara Sidibé, on sait bien que les terroristes d'Al-Qaïda, chaque fois qu'il y a prise d'otages, trouvent refuge au nord du Mali, et beaucoup de dirigeants de la sous-région considèrent que de temps en temps le Mali pourrait être de mèche avec ces terroristes. Est-ce que ça ne pose pas la question de l'efficacité de l'armée malienne, de l'incapacité de l'armée malienne à protéger le territoire national? Oui, a priori ça peut poser cette question, mais quand on analyse de fond, je pense que Maka a un peu exposé la problématique. Quand on analyse de fond, on verra que en fait, la question n'appartient pas à un seul État. Et je pense qu'ATT ne cesse de le dire au sein du CENSAD et d'autres organisations pour que l'ensemble des pays sahélo-sahéliens puissent prendre à bras le corps cette question. Il y a deux problématiques en fait. Il y a la problématique de la rébellion malienne que je scinde de la question du terrorisme et notamment de l'existence d'Al-Qaïda au Nord Mali. Et je pense à Kimi, on sait d'où est-ce qu'elle vient. La rébellion malienne, nous savons quand est-ce que ça a commencé, sous les différents régimes, et quelle forme elle a prise, les différentes formes qu'elle a prises, l'évolution de leurs revendications sous ces différents régimes. Et je pense que les efforts n'ont cessé d'être menés par les différents gouvernements, notamment avec Alpha Omar et ATT, pour venir à bout de cette rébellion.
peut-être que ces rebelles travaillent quelque part avec AQMI. Tout à fait. Les analystes le disent, qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. J'en viens, mais le lien n'est pas formellement établi. Les Touaregs roulent pour le AQMI. Le lien n'est pas formellement établi parce que dans les activités d'AQMI qui sont assimilées au terrorisme international, aucun pays n'est à l'abri de cela d'abord. Et je pense en même temps que les prises d'otages ne sont que d'autres formes, parce qu'il y a aussi le trafic de drogue. Je ne crois pas que la rébellion malienne, on puisse l'assimiler à tous ces mots-là. Le désert malien est ce qu'il est. Il y a des bandits organisés là-dessus, notamment AQMI et les rebelles que nous connaissons, que je ne qualifierais pas de bandits organisés, parce que c'est une population bien connue qui a des revendications bien précises adressées à l'État malien. Maintenant, ça peut servir de passerelle. Ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas l'État malien qui est forcément visé dans les actions d'AQMI, d'Al-Qaïda au Maghreb. Ce sont souvent des pays comme la France, par exemple, qui sont visés. Oui, c'est pourquoi je dis que nul n'est à l'abri de ces actions, du terrorisme dont on parle. Et d'ailleurs, je pense que là, c'est les intérêts français qui sont directement visés, et à travers ces différents enlèvements. Mais en même temps, je crois qu'il y a un discours d'ATT où il interpelle fortement son homologue d'Algérie, Abdelaziz Bouteflika, pour qu'ils puissent s'engager ensemble à lutter contre le terrorisme dans ce désert-là, dans la bande sahélo-saharienne. Mais vous parlez de stratégie, là, de lutte contre le terrorisme, oui, mais on a l'impression que c'est une stratégie floue. La stratégie est floue dans la mesure où toutes les parties prenantes ne se sont pas mobilisées. Et je pense que la question se bute à cette mobilisation. Et vous entendrez bien que l'Algérie est le médiateur dans la rébellion du Nord Mali. L'Algérie est médiateur. L'Algérie accuse le Mali de... L'Algérie accuse le Mali, mais en même temps, nous savons qu'historiquement, AQMI a ses fondements en Algérie. Ça, je le dis formellement. Et je crois que quelque part, ça veut dire qu'on ne peut pas accuser l'un ou l'autre dans cette histoire, car il faut que chacun ait conscience de sa responsabilité pour s'engager par conséquent. Mais par contre, ça serait un peu facile de dire c'est l'autre qui a le maillon faible, comme ATT l'a dit, il n'y a même pas de chaîne. La chaîne n'existe pas parce qu'il n'y a pas de stratégie commune définie. Monsieur Sidibé, est-ce qu'on peut imaginer que le président ATT puisse privilégier la voie du dialogue, justement, pour... Je pense qu'il l'a fait. Lui qui est suffisamment attaqué par les pays de la sous-région. Il l'a fait concernant cet autre Français qui a été libéré, dont le nom m'échappe. Pierre Kamat. Mais il s'expliquait lui-même sur ce sujet, et je pense que ce qu'il a dit est plausible. Pierre Kamat était un ami du Mali, un hôte du Mali, qui, de plusieurs fois, a connu le Mali et qui était installé durablement dans notre pays, dont la vie était en danger. Il y avait le choix de sauver la vie ou de ne pas le faire. Et il l'a fait. Moi, je comprends cela. Ça s'inscrit dans la tradition d'accueil de notre pays. Je le comprends. Et c'est peut-être ça qui fait que aujourd'hui, les terroristes ont tendance à revenir sur le territoire malien. Mais je pense que ATT lui-même, il l'a dit, il n'y a pas une stratégie unique dans la recherche de solutions à ce problème. Et il l'a dit... que l'usage de l'influence n'est pas forcément la meilleure solution. Oui, n'est pas non plus à exclure. S'il a pris une position avec ses amis français pour sauver la vie à un Malien qui est l'un des plus français du Mali, parce qu'il habitait chez nous, je pense que ça on peut le comprendre, on peut le partager. Mais il n'a pas présenté cela comme l'ultime solution pour résoudre ce problème.